Bonjour Irina Karpa, vous êtes expatriée ukrainienne en France, vous êtes surtout ancienne secrétaire, première secrétaire de l'ambassade d'Ukraine en France et vous êtes journaliste, écrivaine, vous êtes aussi chanteuse, on va revenir. C'est un long parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, puisque c'est un parcours qui se fait depuis maintenant 6 ans entre l'Ukraine et la France. Oui, carrément. Je suis venue en France en tant que première secrétaire déléguée aux affaires culturelles. Ça, c'est important parce que, en fait, l'idée, c'était que après la Révolution, on voulait présenter la nouvelle culture ukrainienne, la culture contemporaine, urbaine, les artistes qui sont libres, qui sont vraiment qui ont le niveau mondial et présenter la culture ukrainienne comme la partie égale de toute culture européenne. Et comme je connais tous les artistes, comme je parlais français, normalement mon profil était assez ça passait. Je suis pas diplomate professionnelle, mais comme j'étais assez active aussi, comme j'étais présente pendant le Maïdan, donc il y avait vraiment beaucoup de confiance des gens en moi et ça s'est terminé comme ça. J'ai refusé tous les postes dans le système politique ukrainien. Ça m'intéressait pas plus que ça, mais là, je pensais que je pourrais faire quelque chose de plus important voilà, dans le champ culturel. Alors, on va regarder d'ailleurs une photo, on parlait de Maïdan parce que c'est aussi un passage de votre parcours. Cette photo-là, Oui. qu'est-ce que ça vous inspire, entre guillemets, même si c'est peut-être un peu compliqué d'avoir une inspiration, mais vous l'avez vécu peut-être de près ou de loin, racontez-nous. Oui, je me souviens très bien de ces jours-là. Je sortais les gens blessés, je les amenais dans les hôpitaux qui étaient les hôpitaux interdits. Parce que les hôpitaux officiels, normalement, les gens étaient embarqués dans les ambulances et amenés à la police. Ils n'étaient pas amenés dans les hôpitaux. Donc, je sortais soit les gens qui voulaient aller se battre sur Maïdan contre les forces de l'ordre qui étaient armées et les gens n'étaient pas armés, mais ils faisaient la résistance, soit j'ai amené les gens blessés en cachette, comme ça, en ma voiture, qui heureusement était lavée ce jour-là. Donc là, j'évoquais pas de soupçons. Mais après, c'était le plus douloureux, c'était de ne pas y être parce qu'on n'était vraiment pas couvert, on n'était pas protégé. On essayait de faire tout ce qu'on pouvait en action humanitaire pour amener le soutien. Et le pire, c'était ce sentiment d'impuissance la veille. Je crois quand il y avait les incendies, vous voyez à droite la maison. C'était la maison des associations qui est brûlée. Et le pire pour moi, c'était voir les gens qui se jetaient par les fenêtres parce qu'il y avait l'incendie à l'intérieur et que de ne pas, de ne peut rien faire. Et ça, c'est le sentiment que je ressens chaque jour aujourd'hui avec cette guerre qui est maintenant. Donc là, qu'on ne peut pas arrêter tout ça sur place. On fait plein d'actions de côté, mais on ne peut pas intervenir pour arrêter net tous ces morts des civils, des femmes, des enfants, des hommes, des gens âgés. Et, donc c'était déjà assez fort, le moment était fort, mais on avait la victoire. On avait les gens qui étaient tués dans cette bataille inégale. Force de l'ordre armée jusqu'aux dents et ces gens, ces vieux gens, c'est les gens de tous les niveaux sociaux, de tous les âges, qui faisaient la résistance voilà, aux forces de dictature, parce que c'était notre lutte pour la démocratie. Encore une fois, cette révolution était faite parce que, soi-disant, président Yanukovych, je ne le considérais jamais le président, parce que les élections où il était élu, c'était les élections falsifiées. C'est pour ça encore qu'on voulait le dégager. Et le peuple ukrainien a fait son choix vers l'Europe, vers les valeurs démocratiques, vers les valeurs européennes, des mondes civilisés contre les valeurs de Russie, contre les valeurs de l'Union soviétique, vers lequel Yanukovych voulait nous amener. Et c'est pour ça qu'on a payé par les vies de nos meilleurs gens. Et il y avait la Sentence Céleste. On appelle ces gens la Sentence Céleste.
Toujours, je peux pas. Mon appartement à Kiev se trouve très proche de Maïdan et chaque fois quand je marche la rue qui s'appelle Institutska, j'ai des larmes aux yeux. C'est vraiment déchirant parce que comme si je ressentais tout ce qui s'est passé ici il y a un an, il y a 2 ans, il y a 8 ans maintenant. Donc là, c'est très vivant. Et là, les Ukrainiens doivent le revivre encore, mais avec beaucoup plus de pertes et c'est beaucoup plus dramatique. Et c'est la grande échelle que même là, on ne pouvait pas s'imaginer ça, parce que juste après le Maïdan, il y avait l'intervention russe dans la Crimée, il y a l'annexion de Crimée, après il y avait l'intervention militaire au Donbass. Beaucoup de gens qui faisaient Maïdan sont partis comme les bénévoles pour protéger le Donbass ukrainien, à l'est de l'Ukraine. Tous ces gens qui refont la guerre encore une fois parce que maintenant ils sont considérés comme militaires expérimentés. Mais bon, bref, Quand, c'est très dur parce que j'ai perdu les amis pendant la révolution, je perds les amis encore aujourd'hui. quand vous voyez aujourd'hui l'Ukraine, et si là on parlait de Maïdan, mais typiquement, est-ce que l'Europe n'a pas pris du temps finalement à être solidaire auprès de l'Ukraine selon vous? Oui, de À ces prendre 8 ans, conscience. exactement. En fait, c'est une chose très triste parce qu'on essayait de parler au monde entier de tout ce qui se passait à l'est de l'Ukraine, à Donbass, les républiques autoproclamées. Il y avait même les missions internationales comme OCE qui témoignaient la présence de l'armée russe quand même, que c'était évident pour nous que c'était pas la guerre civile. On se fatiguait pas de répéter c'est pas la guerre civile, c'est pas la guerre civile. Mais comme chaque guerre qui dure très longtemps, les gens finalement se sentaient lassés, se sentaient fatigués. C'était pas à la grande échelle, donc comme d'habitude, voilà, l'intensité dans les champs d'information, voilà, c'est devenu beaucoup plus faible. Et je crois qu'on était fatigués. Et les gens mouraient chaque jour, malgré l'accord de Minsk. Il y avait vraiment, on perdait chaque jour les militaires, on perdait les civils, on perdait les gens qui étaient torturés sur place, qui étaient kidnappés, ceux qui ne pouvaient pas fuir vers Kiev, vers l'Ukraine, vers d'autres régions de l'Ukraine. Il y avait les gens qui ont fait le choix de rester dans leur maison. Et ici, c'était les gens qui étaient pro-ukrainiens, qui n'étaient pas très heureux de soutenir la Russie. Donc là, vous pouvez imaginer leur destin. Mais là, ce qui est intéressant, ce qui se passe aujourd'hui, bon, déjà intéressant, le monde entier a compris que ce n'était pas juste notre petit chialement, oui, 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 il y a le grand Poutine qui nous menace à l'Est. Maintenant, on voit que ce n'était pas la guerre civile. Clairement, tout ça, c'était le grand scénario de Russie. Ils ont l'habitude de le faire d'ailleurs. Ils ont fait en Géorgie, ils ont fait en Moldavie, ils vont pas s'arrêter. Donc là, maintenant, c'est la grande échelle en Ukraine. Déjà, vous avez montré les photos de Maïdan. Ça, c'est une chose qu'il peut pas nous pardonner, Poutine, parce qu'il a peur de liberté, comme chaque dictateur, voilà, qui va encore finir mal, qui va finir seul et mort, voilà, dans son bunker. Ça c'est le destin de chaque dictateur. Mais le truc qui lui fait le plus peur, c'est la résistance et c'est la liberté. Donc c'est pour ça qu'il se venge. Heureusement pour nous maintenant que le monde voit la vérité et je crois que cette ouverture des yeux hyper pénible, mais c'est ça qui a provoqué cette vague de solidarité et d'aide envers l'Ukraine et c'est hyper important pour nous. Déjà, on ne se sent pas seul. On voit qu'on a les amis derrière notre dos, à nos côtés. Sans tous les armes qui sont envoyées en Ukraine, on ne tiendrait pas. Les gens sont très courageux, les gens sont très très forts, mais c'est très important voilà que l'acheminement des armes soit continué parce que bon, c'est fini. Parfois, on n'arrive pas. Vous voyez ce qui se passe à Kiev aujourd'hui. Il y a des immeubles, voilà, des logements. Il y a les immeubles civils qui sont bombardés. C'est parce que on n'a pas suffisamment de systèmes sol-air pour protéger le ciel autour de Kiev, dessus Kiev. Donc là, pour ce moment, moi, je dis que si on nous envoie les systèmes de protection sol-air, ça peut être considéré comme l'aide humanitaire parce que tout d'abord, ça aide à sauver les vies civiles dans toutes les villes qui sont encerclées et où les gens sont torturés, kidnappés, violés, affamés. C'est horrible ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment, si
on ne peut pas demander l'exclusion aérienne, je comprends. Même les avions, on est très prenante si vous nous envoyez les vieux MiG, même si c'est pas possible. Alors les systèmes sol-air et les ambulances blindées, ça c'est notre request numéro un parce que les choses comme ça aide à sauver énormément des villes, des enfants, bon, comme on voit maintenant sur les photos. Voilà, les gens qui sortent leurs animaux aussi, qui essayent de se barrer à tout le coup. Voilà, et certaines restent. Je crois que surtout les gens avec les enfants qui essayent de fuir, mais il y a beaucoup de femmes, des vieilles personnes qui disent: je ne quitte pas ma maison, je ne quitte pas mon mari, je ne quitte pas tout ce que j'avais. Les gens restent, ils tiennent, c'est incroyable, ça déchire le cœur. Moi, je reçois chaque jour des centaines de messages des gens qui sont là-bas, mes lecteurs, les gens qui me connaissent pas, mais qui font la confiance. Je demande leurs histoires, je vraiment veux que leur voix soit entendue. Et c'est du courage, Vous, on vous, peut vous, pas vous êtes, imaginer. vous êtes maman aussi quand vous voyez ces images-là. Vous avez deux enfants, c'est ça, si je me trompe pas. Ah oui, Vous avez deux enfants. Vous avez aussi votre famille sur place. Parlez-moi aussi un peu de tout ça finalement, parce que c'est finalement dans la oui, guerre, il y a à la fois finalement les armes, il y a le conflit, mais il y a aussi des familles, des enfants. On voit sur les images là, des enfants des oui. familles qui quittent le pays avec les animaux. Et qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Là, je le vois pas sûrement seulement sur les photos. On héberge déjà une jeune maman avec sa fille chez nous. On héberge une autre chez notre amie. Je vois les enfants des réfugiés. Je viens de rentrer de la préfecture où je leur aidais en traduisant. Les enfants, au moment ici, ils sont scolarisés très vite, donc là, c'est très bien. Donc là, c'est grand merci à la France avec l'éducation obligatoire. C'est un grand soulagement pour les enfants. C'est vraiment, ça aide à les détraumatiser. Mais là, quand je vois les enfants qui sont encore là, surtout, il y a les enfants, les mineurs qui traversent tout seuls la frontière. Juste, on pense au nombre de gens malveillants qui peuvent vraiment organiser le trafic, qui organisent déjà. Donc là, il faut que les organisations internationales qu'ils se mêlent dedans pour ne pas laisser ces enfants être kidnappés, pour empêcher le trafic humain. Mais une bonne question, qu'est-ce que ça me fait? Parce que hier, j'ai parlé à ma copine qui est une Ukrainienne qui habite à Lyon depuis 9 ans, je crois. On ne peut même pas imaginer nos enfants, nos filles, dans le couloir ou dans le sous-sol se cacher des bombes. Je ne peux pas même imaginer qu'est-ce que ça fera à ma fille qui est habituée à sa vie normale, comme tous ses enfants juste avant la guerre. Juste, il y a 12 jours, il y a 14 jours, excusez-moi, que tout était normal. Il y avait l'école, il y avait la maternelle, il y avait maman, papa. Et aujourd'hui, les enfants qui sont, heureusement que ces enfants, ils vont survivre parce qu'ils fuient. Mais il y a tant d'enfants qui sont tués. Il y a les enfants qui sont sans bras, sans jambes, qui sont blessés dans les ambulances. D'ailleurs, il y a une collègue à moi, la journaliste, qui était mitraillée dans l'ambulance parce que l'ambulance n'était pas blindée. Quand exactement, elle essayait de sortir les gens, les civils, les enfants blessés de Irpen. Après, il y avait les enfants qui meurent de blessures parce qu'il n'y a pas de moyen de leur amener le médecin, parce que les Russes, ils coupent les accès. Ça, c'est vraiment les crimes de guerre, c'est vraiment les crimes de l'humanité. On va avoir vraiment une génération assez traumatisée. On va travailler après. Mais là, les enfants qui sont là, il y avait une petite fille qui marchait à côté de Notre-Dame. Elle a dit pourquoi Notre-Dame a brûlé. C'était la missile russe qui l'a fait brûler. Après, le petit garçon qui était là chez moi le premier soir, il a vu une bouteille de vin dans la cuisine. Il a dit: ah, ça, c'est le cocktail Molotov. Ma nièce, qui est en Ukraine toujours, quand elle joue au Lego, elle dit voilà, ça c'est maternelle, elle a 4 ans. Et ça, c'est le bon sous-sol pour que les petits-enfants, ils se sentent à l'abri. Après, il y a un garçon de 4 ans qui se plaque au sol au moindre bruit, comme claquement de portière de voiture. Et un autre que j'ai vu aujourd'hui à la préfecture, le petit, sa maman, ils étaient en retard pour l'école ou pour la préfecture. Et elle a dit: vas-y, vas-y, il faut faire vite. Le petit, il s'est habillé complètement, il était prêt à partir au bout de, je sais pas, 15 secondes, parce qu'il a l'habitude, il pensait qu'il s'agit de bombes à nouveau, qu'il devait aller au sous-sol.
Donc vous imaginez qu'est-ce que ça fait aux enfants, même le plus petit, même le plus protégé par leurs parents. Vous voyez comme le film La vie est belle, vous vous souvenez? Donc là, je pense à tous ces parents qui font tout pour protéger l'âme de leurs enfants, mais la guerre, c'est tellement méchant que ça arrive à s'infiltrer aux Ouais, profondeurs. il y a le traumatisme. Alors, vous, on va finir sur cette question. Comment, finalement, en tant que journaliste, écrivaine, comment vous allez vous continuer finalement à faire vivre votre passion, votre culture dans un moment aussi compliqué? J'ai vu que vous avez sorti une musique il y a très peu de temps, il y a quoi? Il y a eu 2 semaines, un clip, c'est ça? Ah oui, Euh, c'était un jour avant la guerre, hein, le super timing, donc là, c'est horrible. c'est- le Oui. titre d'ailleurs, c'est My Love Die, c'est ça? Die My Love Die, oui. Donc là, Comment, c'était tout autre chose. Là, carrément, je suis prête à le renommer Die Poutine Die, quoi. Donc là, On va, c'est, on va- oui. on va regarder d'ailleurs un petit extrait là, on voit un petit extrait. Mais comment finalement, alors ça c'était avant la guerre, comment finalement trouver finalement l'inspiration, l'élan pour dans un moment aussi compliqué que celui-là? Assez dur, parce que là, c'est horrible. Moi, j'ai abandonné même mes propres enfants. Mais là, hier, par exemple, j'étais contactée par Dark Daughters. Ça, c'est un cabaret qui est assez connu en France, ukrainien. Dark Daughters et Dark Abraha. C'est deux super projets. Et ils font l'appel aux auteurs pour écrire les textes, les témoignages de tout ce qui se passe en Ukraine, pour pouvoir performer à la scène avec la musique, avec les danses, tout ce qu'ils font. Donc, ce sont voilà, c'est le théâtre et je vais écrire quand même. Je vais recueillir encore les histoires vraies des gens, genre faire en sorte que leur voix soit entendue par la public pour évoquer de la compassion. J'essaie de mélanger quand même les moments dramatiques avec les moments drôles parce que les Ukrainiens sont très très forts pour ça et c'est comme ça qu'on peut parler aux gens parce que on ne peut pas non plus faire tout en couleur noire. Il faut montrer cette courage et cet humour ukrainien. Si vous voulez, je peux vous envoyer quelques caricatures parce que ça s'enchaîne. Il y a des dizaines par jour vraiment parce que c'est très clair. Le bon rire, ça aide à surmonter la peur. Donc c'est comme ça qu'on a gagné de révolutions d'ailleurs. C'est comme ça c'est très très important pendant la guerre. Et après, j'ai les moments chics, je les appelle moments chics. Là, par exemple, je prépare toujours un livre qui était censé sortir au mois de mai. Il s'appelle Surtout ne dis pas à personne. C'était sur les sujets, le sujet c'était violence faite aux mineurs en fait. Et c'était le texte hyper dur. Je ne pouvais pas le rédiger, mais là, si j'arrive à le rédiger 10 minutes par jour, je considère déjà que oui, ça c'est les retours à ma vie normale, donc ma vie d'artiste normale. Et je cherche toujours le média français qui serait prenant pour que je puisse écrire, voilà, pour être chroniqueuse pendant ce moment de la guerre. Peut-être c'est intéressant s'il y a une écrivaine qui peut transmettre vraiment les voix, les vraies histoires, voilà, à la manière littéraire. Et j'aimerais bien collaborer avec un média français qui serait prêt à ça. Merci Mhm. Irina Carpin et je vous dis à très vite. Merci d'avoir donné une interview à Live Report. Merci. Ouais. Merci beaucoup.